Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet qui est pour moi le plus ambitieux, le plus intéressant de mon programme. Alors comme l'année dernière, je vous avais proposé un super sujet pour les 80 ans de la bataille de Normandie, on commémorait le débarquement. Cette vaste opération d'invasion où les Alliés sont partis des côtes anglaises pour libérer l'Europe. Et bien il faut savoir qu'en 1940, les Allemands avaient étudié très sérieusement un plan d'invasion pour envahir l'Angleterre avec une opération qui s'appelait Seeloe, Lion de mer. Et comme les Alliés, ils avaient des engins amphibies, et dont un qui est particulièrement intéressant, un bateau sur chenille, qu'on appelle le Landwasserschelper, et que je vais faire à partir de cette maquette de chez Bronco Model. Alors comme d'habitude, vous pouvez suivre l'évolution de mon projet sur le site web de mon ami Didier Lefebvre, D2MM, Devoir de mémoire et de maquettisme, où je viendrai régulièrement partager des photographies sur la progression de mon travail. Et si tu souhaites en savoir plus sur l'opération Seeloe, Lion de mer, je t'invite à consulter un article que j'ai écrit. Tu pourras ainsi découvrir les préparatifs, les troupes engagées, ainsi que les modalités du plan d'invasion de l'Angleterre concocté par les Allemands, ainsi que les conflits qu'il y a eu entre les différents corps d'armée. Et bien que cette opération ne se soit jamais réalisée en raison de retard et d'une annulation d'Hitler qui a préféré l'invasion de la Russie, il faut savoir quand même qu'en 1970, il y a eu une simulation sous la forme d'un jeu de guerre, et il s'est avéré que les Allemands auraient pu réussir un débarquement sur les côtes anglaises. Elle aurait également réussi à établir des têtes de pont. Mais n'ayant pas eu la domination aérienne et navale, les forces engagées se seraient retrouvées rapidement encerclées et isolées de toute possibilité de renfort et de ravitaillement. Et on estime qu'elle aurait tenu une semaine avant de devoir se rendre. Comme d'habitude, avant d'attaquer la maquette, on va faire un petit tour dans l'atelier pour la revue du projet. Je vais vous montrer ce que je vous ai concocté et vous allez voir une nouvelle fois que j'ai remis la barre un peu haute. Pour ce projet, j'ai choisi la maquette de chez Bronco Model, qui propose la version Late, qui est pour moi la plus aboutie, notamment avec les bumpers en résine. En fait, ce sont des boudins en cordage qui servent à protéger la coque du bateau contre les chocs quand on s'approche d'un quai, et qui vont me servir de référence pour les confectionner moi-même en fil de gréement qu'on utilise dans le modélisme naval. Je vais également détailler la maquette avec un set de photos découpes de chez Voyageur Model. Alors de base, il est prévu pour la version middle, mais il y a à peu près 90% des pièces que je vais pouvoir utiliser. Quant aux chenilles, je vais devoir les remplacer par celles de chez Frio Model. Car réaliser l'effet sagging avec des chenilles maillon par maillon, ça va être un peu compliqué du fait que mon astuce habituelle avec mes petits outils ne pourront pas marcher ici. Et pour terminer, j'ai déniché les accessoires de chez U-Model. Alors c'est une marque qui avait conçu beaucoup de choses pour le Landwasserschelper et qui malheureusement n'existe plus. Par chance, j'ai encore trouvé un revendeur sur Paris qui avait du stock, et notamment les figurines qui sont atypiques avec leur gilet de sauvetage et qui vont être nécessaires pour la mise en scène que je prévois de faire pour mon projet. En ce qui concerne la documentation qui va me servir pour ce projet, il existe essentiellement que 2 ouvrages connus dédiés à ce véhicule. Alors on les trouve encore dans des librairies spécialisées. Et le premier il est de chez Trochga qui le propose en 2 versions. La première se concerne uniquement la version 1 du Landwasserschelper, tandis que l'autre c'est tout simplement le même livre avec un rajout de pages supplémentaires pour la version numéro 2. Et l'autre il est de chez Hachette Collection qui est complet, je dirais même complémentaire, avec beaucoup de photographies d'époque, des explications sur les unités qui ont été constituées avec ces véhicules, et également beaucoup de livrets pour la partie peinture, camouflage et identification d'unités. Pour ce projet, je me suis intéressé à l'univers du modélisme naval, et je prévois d'utiliser quelques-unes de leurs techniques que vous allez découvrir tout au long de cette vidéo. Je commence par la partie extérieure de la coque, qui est moulée en une seule pièce, avec des détails finement reproduits, notamment les nombreux rivets. Il y a seulement quelques petites bavures de plastique qu'il faut nettoyer. Il y a une ligne de moulure que j'élimine avec mon outil à ébavurer. Alors je l'avais déjà présenté lors de mon dernier montage, mais je vous le remets une nouvelle fois à la référence si vous souhaitez en faire l'acquisition. Personnellement, je le trouve très utile et indispensable. Je perce également les ouvertures des orifices des ports de drainage situés à l'arrière, constitués d'une multitude de trous. Alors si j'ai bien compris ce dispositif, il est au-dessus de la ligne de flottaison et sert à évacuer l'eau qui s'accumule sur le pont. Alors, je perce les trous un par un manuellement avec mon porte-forêt. Étant donné la fragilité du plastique entre chaque trou, c'est très risqué de le faire à la perceuse électrique. Et pour éliminer les derniers résidus de plastique qui restent, une technique simple, j'utilise de la colle extra fluide de chez Tamiya, qui a la propriété de les faire fondre. Puis une fois que c'est sec, je nettoie sérieusement avec un stylo de fibre vert pour effacer les dernières traces. Je continue à travailler sur la coque en assemblant le train de roulement, qui est très bien reproduit par Bronco et qui se compose à chaque fois d'une douzaine de pièces par ensemble. Je fais en fait une seule modification, c'est sur les supports qui soutiennent les galets de route. Je me suis rendu compte, lors de montage à blanc, que ces pièces avaient tendance à se rabattre vers l'intérieur et qu'il n'y avait rien pour les tenir en place de ce côté. Je décide d'insérer un manchon que je fais en profil d'Evergreen pour avoir un ensemble stable et solide. Alors c'est un subterfuge qui ne se verra plus une fois le véhicule peint et vieilli, et encore moins quand il sera intégré à son diorama.
L'idée en fait, c'est également que ces pièces ne bougent pas quand je vais faire tourner la roue sur son axe lors de la peinture du bandage en caoutchouc. Parce qu'en général, les galets, je les peins toujours à part, mais ici, la particularité du train de roulement m'oblige de procéder autrement pour ce projet. Alors comme tous les véhicules, ils ont participé à des opérations et également des séries de manœuvres. Et pour éviter de lui donner un aspect trop neuf, juste la partie en contact avec la chenille, une mince bande de caoutchouc avec des impacts que je réalise avec une lame de scalpel, ainsi qu'un ponçage sur la surface pour compléter le travail d'usure. Et je termine avec une éponge à graphin, environ 3000, pour adoucir le résultat et éliminer les derniers résidus de plastique. Je termine l'assemblage du train de roulement avec le montage des chenilles de chez Free le modèle, qui sont plus longues que celles que j'ai l'habitude de monter. Pour un Panzer, c'est environ 100 patins, et ici la notice de Bronco prévoit 133, et j'en ai même rajouté 2 de plus, pour obtenir cet effet sagging vers le bas qui aurait été vraiment difficile à reproduire avec des chenilles maillon par maillon en plastique, et qui va être nécessaire pour le côté réaliste de mon projet, car je pense que vous l'avez compris, je vais tenter de représenter le véhicule immergé dans l'eau. Une dernière modification sur la coque, c'est de détailler le crochet d'attelage en rajoutant la petite chaînette très fine qui permettait d'éviter de perdre le crochet. Alors j'utilise toujours la référence de chez Trompeter qui est la plus fine que j'ai trouvée et qui est même devenue un indispensable dans mon atelier et que je vous recommande d'utiliser parce que c'est vraiment très facile à faire et beaucoup plus réaliste que de le faire en photodécoupe, ce que nous proposent souvent les kits d'amélioration. En ce qui concerne les grilles de ventilation à l'arrière, j'ai pas voulu vraiment suivre ce que préconise la notice, car j'estime que ça manque de réalisme et pour moi ça n'a aucun sens de coller directement la pièce en photodécoupe sur le plastique. Je choisis au contraire de faire une ouverture en utilisant un morceau de carte plastique comme gabarit et je fais une découpe très minutieuse pour y laisser seulement un léger rebord qui permettra à la pièce de reposer dessus. Je procède ainsi à une découpe en laissant un peu de marge, alors il est préférable par la suite de retirer un peu encore de matière que de devoir en rajouter, puis j'affine mon résultat par ponçage jusqu'à ce que j'atteigne la dimension que j'ai besoin. Puis j'ai collé l'ensemble que vous propose Voyageur Model composé de 3 pièces par rapport à la pièce de chez Bronco qui me semble moins détaillée. Puis une fois que c'est sec, je la déforme avec un outil à sculpter en forme de boule pour apporter une touche de réalisme supplémentaire. Alors un petit conseil, pour éviter de voir la couleur du plastique à travers la grille, je vous suggère d'appliquer une petite couche de noir à l'aérographe afin d'obtenir cet aspect de profondeur et vous verrez que c'est nettement plus agréable et moins choquant que découvrir la couleur initiale du modèle. Je passe maintenant sur la partie intérieure du véhicule amphibie. Alors compte tenu du nombre de hublots, de trappes que je laisse ouverts, je choisis d'apporter quelques modifications pour améliorer le niveau de détail. Alors Bronco a prévu les trappes à part pour accéder à la motorisation, mais sans les parties internes comme on peut le voir, ce que je trouve un peu dommage. Mais petite surprise, avec l'aide d'une nouvelle fois de mon allié préféré, l'impression 3D, j'ai réalisé tout le compartiment moteur et je vous explique comment j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai déniché sur internet un fichier gratuit pour le moteur qui est le même que le Panzer IV, un Maybach HL 120. Alors certes, pas très détaillé, mais étant donné qu'on ne verra que la partie supérieure, ça suffit largement. De plus, je peux l'ajuster à la dimension exacte que j'ai besoin. Je complète quand même avec quelques détails avec d'autres fichiers que j'ai trouvés sur la toile par une personne qui a conçu une centaine de plans pour améliorer l'intérieur de l'éléphant. Alors ça tombe bien, j'en ai un en stock de chez Amusing Hobby et ça va me donner une belle idée pour un futur projet. Pour le compartiment moteur, j'ai sollicité l'aide de la communauté de Plastic Dream avec un plan sur papier de ce que j'ai besoin en me basant uniquement sur cette seule photographie d'époque avec les dimensions prises sur la maquette. Ils m'ont rapidement fait le fichier pour que je l'imprime en 3D et je tiens à remercier Pierre et Lionel pour leur précieuse aide pour ce projet, sans eux ça n'aurait pas été possible. Il ne reste plus qu'à détailler tout le reste avec la grille de ventilation que j'ai réalisée avec un morceau de plancher en caillebotis en photodécoupe avec son cadre fait en profil evergreen. Concernant les surfaces antidérapantes, je dispose toujours d'un stock de planches qui représentent les différents types que l'armée allemande utilisait et que je découpe selon les dimensions que j'ai besoin. Une fois que j'ai fini, j'ai rajouté quelques flexibles et j'aime particulièrement le produit de chez AK Interactive qui s'intègre parfaitement dans les caniveaux. Et je finalise en fait avec les derniers raccords, câbles et fils électriques de différents diamètres pour constituer en fait un ensemble qui me convient parfaitement et qui sera utile pour la mise en scène de mon futur diorama. À l'intérieur du véhicule, il y a un treuil avec son tambour que je remplace par celui de chez Voyageur Model qui est beaucoup plus joli en photodécoupe. Et je choisis même de le compléter avec une corde que je puise dans ma boîte à radio pour pas le laisser vide et continuer à lui donner cet aspect qu'il est en condition opérationnelle en pleine mer. Petite astuce pour maintenir une corde en place, c'est tout simple. Vous badigeonnez tout simplement avec de la colle blanche très diluée avec de l'eau. Et on voit que son emplacement a été très bien étudié à Bronco avec des petits trous et des supports, mais je décide de ne pas le coller de suite, ça c'est pour me faciliter le travail de peinture et de vieillissement à venir. Alors un autre détail que je modifie, c'est le râtelier. Le fabricant a supposé en fait que c'était pour des fusils, mais en regardant dans ma documentation,
Il s'agit en fait de 3 tubes qui s'emboîtaient entre eux et servaient de base pour mettre les feux de position en configuration de navigation, et je les réalise avec des profils de chez Evergreen. Vous voyez une nouvelle fois l'importance d'avoir à disposition une bonne documentation pour nous accompagner dans nos projets. Le tableau de bord est aussi détaillé avec de la photo découpe, avec son film transparent qui représentait les différents cadrans qui indiquaient la température du moteur, sa vitesse, le compte tour et la jauge d'essence, etc. Et pour les mettre en valeur, j'utilise une astuce qu'ont l'habitude de pratiquer nos amis les avionneux, pour les tableaux de bord de leur avion en peignant tout simplement l'intérieur en blanc après avoir poncé les détails en relief, puis je colle le film et la photo découpe sur la pièce en plastique. Pour la suite, j'ai besoin de créer des gaines électriques très petites, et j'enroule du film sur une bonne longueur autour d'une tige métallique, puis je les rapproche pour former un fourreau où j'intègre un fil de soudure assez flexible pour pouvoir lui donner la forme que je souhaite. Cette astuce me permet ainsi de créer les gaines qui sont sur le tableau de bord, comme vous pouvez le voir sur cette photographie. Un dernier détail que je reprends, c'est le plancher en bois qui est dans le poste d'observation. Alors Bronco le propose en photo découpe, mais en fait je ne trouve pas du tout réaliste, la pièce manque de finesse et de détails, et je décide de la refaire avec partir d'un morceau de carte plastique en utilisant la pièce d'origine comme gabarit. Je commence par une ébauche assez grossière en coupant les morceaux avec mes ciseaux de chez Zuron, avant de poursuivre avec un ponçage avec ma petite perceuse miniature pour atteindre la forme que je souhaite. Ensuite, avec un outil à graver, je fais les séparations entre chaque petite planche de bois, puis je frotte les surfaces avec une brosse métallique pour réaliser l'apparence des nervures du bois. On peut voir ici la différence entre la pièce d'origine proposée en photo découpe et celle que j'ai créée qui est beaucoup plus réaliste et qui sera plus facile à mettre en valeur avec les techniques de peinture et de vieillissement. Et il s'intègre parfaitement bien dans le poste d'observation, mais j'en profite pour améliorer le niveau de détail de ce dernier élément de l'intérieur en rajoutant des tuyaux, des gaines et des câbles électriques. Je dois aussi faire quelques raccords avec du mastic à la jonction entre les deux pièces, et une nouvelle fois tout ce travail a été possible avec l'aide de cette photographie qui a été prise dans le véhicule. Alors à cette étape du montage, la partie intérieure est terminée. Je rajoute les derniers accessoires pour combler les espaces vides et donner un peu plus de vie, notamment sur le tableau de bord où on se rend compte sur les photos qu'ils étaient souvent utilisés pour y déposer de nombreux objets nécessaires à la navigation, comme une paire de jumelles, une carte, et je rajoute également une caisse en bois avec quelques jerrycans et du matériel. Avec les trappes que je vais laisser ouvertes et les nombreux bleus, on pourra voir tous ces éléments du décor par l'extérieur, ce qui justifie pour ma part tout le soin que j'ai apporté au détaillage du modèle. Je passe maintenant à la seconde moitié du montage qui concerne la partie supérieure, et je rencontre pas mal de difficultés du fait que le toit il est voilé. Alors ça m'a pris beaucoup de temps pour le remettre en forme du mieux que je pouvais, et j'ai dû faire un assemblage assez robuste en utilisant uniquement de la colle cyano pour être sûr d'obtenir un ensemble rigide qui ne se désassemblera pas au moment du montage final. Et je fais également quelques raccords avec du mastic pour combler les quelques imperfections qui apparaissent et que je n'ai pas pu rectifier lors de l'assemblage. Alors globalement, il y a très peu de détails à reprendre sur la maquette, mais quand même quelques exemples avec le rajout des câbles d'alimentation des phares. Alors je débute par assembler un fil assez long sur le connecteur, puis je positionne le support du phare en effectuant le raccordement avec mon bout de fil à la bonne longueur. Et je réalise ainsi le même travail pour le phare qui est présent au-dessus du toit au niveau du poste d'observation. Je l'équipe d'un petit morceau de fil pour son alimentation électrique. Alors une petite astuce que je vous donne avant d'installer les hublots. Profitez-en tout de suite pour faire les masques qui vont être nécessaires pour les phases de peinture. Alors pour ma part, j'utilise un excellent outil, le cutter circulaire et les feuilles de masquage transparent de chez AK Interactive. Je les aime bien parce qu'elles ont un bon pouvoir d'adhérence et ne laissent pas de traces sur les plastiques. Alors compte tenu du nombre de hublots, je prends aussi soin de noter les références qu'elles concernent en précisant si c'est la partie intérieure ou extérieure. Alors certes, c'est un petit peu de travail supplémentaire, mais qui a toute son importance et ce sera plus facile de le faire maintenant que quand on a les pièces à disposition que de le faire quand elles sont assemblées sur la maquette. Alors pour l'assemblage du hublot, je le fais avec une colle spécialement dédiée aux pièces transparentes, celle de chez AK est très bien, elle ne laisse pas de traces et vous pouvez facilement retirer les pièces si jamais vous devez recommencer. Alors faut savoir que les plus gros des hublots à l'avant sont sur chanière et pouvaient être ouverts. Et j'ai trouvé un plan sur internet en fouillant sur différents sites de fichiers en impression 3D, ce qui est devenu mon exercice favori, et j'ai trouvé quelqu'un qui les a redesignés pour améliorer le niveau de détail de cette partie. Alors une dernière chose que je fais, et c'est en préambule et en préparation du diorama à venir, je procède à l'installation discrète d'un écrou au milieu de la maquette. Alors pour percer un grand diamètre, j'utilise cet outil, c'est un forêt conique, c'est très pratique à fait à chaque passage et retire un petit peu plus de matière. Et j'ai fait quelques marques comme point de repère pour ne surtout pas dépasser afin que l'écrou reste bien serré dans son trou. Alors celui-ci va me servir pour insérer une vis assez longue et me permettre ainsi de suspendre le véhicule quand je vais venir couler la résine pour faire l'eau de mer. Et vous voyez que celui-ci est astucieusement bien caché en dessous du treuil et sera totalement invisible à la fin du projet. Je fais face à une petite déconvenue, un imprévu, c'est sur les outils du lot de bord.
le moulage en fait il est décalé. Alors c'est les seules pièces sur la grappe qui sont dans cet état-là, alors ce qui me surprend un petit peu, mais malheureusement les outils ne sont pas du tout exploitables. Alors depuis que j'ai mon imprimante, je dispose des fichiers pour réaliser tous les outils que utilisait l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors je les imprime, puis je les installe sur la maquette avec leurs éléments en photodécoupe du set de chez Voyageur Modèle, et également des attaches en impression 3D que j'ai l'habitude d'utiliser régulièrement depuis plusieurs montages. Alors petite astuce, quand vous voulez faire un drapeau avec un effet flottant, j'utilise l'emballage en métal des vins mousseux comme support. Il est assez souple pour être travaillé et garde la forme qu'on lui donne. Alors Bronco propose dans son kit le drapeau de la Kriegsmarine, mais en regardant un petit peu les conditions au sujet de la Svastika, YouTube est assez intransigeant sur le sujet. Et pour éviter toute polémique et surtout pour ne pas me faire retirer la vidéo, j'ai décidé tout simplement de faire un petit pavillon. Alors en cherchant des informations sur internet, effectivement la marine allemande en utilisait et ça va me servir à identifier l'unité auquel appartient le véhicule, étant donné que sur la partie avant, où les inscriptions sont mises, elles vont être cachées par l'original et amusant dessin en forme de dents de requin que je compte utiliser dans cette version. Je m'attaque à la dernière partie du montage avec les bumpers ou pare-battages. En fait, il s'agit d'un ensemble de cordes qui permet de protéger la coque contre les chocs et les impacts quand on vient s'arrimer à proximité d'un quai ou d'un ponton. Alors j'ai opté pour cette version de chez Bronco parce qu'elle propose ces pièces en résine et que je vais remplacer en corde pour plus de réalisme. Et vous l'avez compris, les pièces vont me servir d'exemple et de modèle pour les reproduire à l'identique. Alors un petit achat à la mercerie du coin pour dénicher un morceau de cordelette, la plus réaliste qui soit et avec le diamètre le plus approchant de la pièce originale. Et je commence par la défaire avec précaution pour éviter de la casser en plein milieu, car j'ai besoin de toute la longueur complète, jusqu'à ce que j'obtienne en fait la fine corde de couleur blanche qui est de très bonne qualité, sans peluche, et qui constitue le centre du produit. Puis je les assemble entre elles pour obtenir le diamètre nécessaire, en vérifiant qu'elles soient suffisamment longues pour couvrir le côté complet de la coque. Et en m'aidant des pièces en résine de la maquette, je fabrique un gabarit en plotant plusieurs petits clous sur un support en bois. Et je débute ainsi en posant ma nouvelle corde fabriquée à la main à partir d'une des extrémités, puis en lui donnant la forme nécessaire le long des clous que je maintiens à la fin avec une pince. Puis pour lui donner sa longueur et sa forme définitive, et surtout pour maintenir les différents brins entre eux, je badigeonne avec de la colle blanche diluée avec de l'eau et je laisse sécher pendant toute une nuit. Avec du fil de gréement qu'on trouve dans les magasins de modélisme naval, je réalise les fixations de mon ensemble de cordes en me basant sur le modèle en résine afin d'assurer des intervalles identiques et réalistes. Et je fixe l'ensemble en utilisant une nouvelle fois une couche de colle blanche mélangée avec de l'eau et je laisse sécher durant toute une nuit. Le lendemain, j'utilise des ciseaux très fins pour couper les parties qui dépassent. Puis avec l'aide d'un briquet, je brûle les résidus restants et les fibres pelucheuses de la corde afin d'obtenir une finition nette et soignée. Alors concernant la partie de devant qui est beaucoup plus complexe, j'ai trouvé une solution en dénichant ce produit chez Krieg, qui est un expert en produits de modélisme naval et qui propose de nombreux pare-battages prêts à l'emploi et dont cette dimension était presque identique à celle à la pièce en résine. Alors j'ai dû la structurer pour qu'elle s'adapte avec mon modèle. J'ai une nouvelle fois utilisé mon gabarit pour lui donner une forme arrondie qui s'est rétrécie aux extrémités et également utilisé de la corde de gréement pour réaliser les fixations. Puis celle-ci prend parfaitement place sur l'avant de mon véhicule avec une colle temporaire pour faciliter les phases de peinture à venir, je le retirerai. Alors bien sûr, il existe un fabricant canadien qui propose un ensemble en aftermarket de tous les cordages, mais j'ai pas opté pour ce choix pour deux raisons. La première, c'est pour une raison de budget, car le prix est quasiment équivalent au prix de la maquette, et la seconde, c'est que j'avais envie de le faire par moi-même pour personnaliser un peu plus mon modèle, et je suis plutôt content et satisfait du résultat. Alors un petit aperçu avec l'ensemble des protections, vous voyez que le résultat est plus convaincant et plus réaliste que les pièces en résine qui sont proposées dans la maquette. Je termine par les accessoires. Alors il n'y a pas beaucoup de choix dans l'univers des aftermarket. Il y avait essentiellement un fournisseur qui s'appelait U-Model et qui n'existe plus malheureusement et qui proposait beaucoup de choses pour le Landwasser Schelper, dont ce coffre que je détaille avec quelques rajouts, un verrou en photodécoupe, une petite chaîne pour éviter que la partie supérieure ne bascule complètement, et des charnières et aussi beaucoup de mastic pour combler les nombreuses bulles et défauts issus du moulage. Alors celui-ci s'intègre sur la plage arrière comme on peut le voir sur nos nombreuses photos d'époque, et le kit propose également un moulage constitué d'un jerrycan, d'un fût et de quelques gilets de sauvetage que je reprends aussi au niveau des détails avec des éléments en photodécoupe et en impression 3D, et que je fixe avec un reste de corde pour apporter une touche de réalisme supplémentaire. Pour les figurines, j'ai trouvé chez le même fabricant et par un revendeur qui avait encore du stock, j'ai eu beaucoup de chance, mais je suis très déçu de la qualité qui est mauvaise. Il y a beaucoup de bulles et de gros problèmes d'ajustement lorsque j'ai fait des montages à blanc au niveau des bras, comme vous pouvez le voir, ce qui me donne beaucoup de travail pour les récupérer. Alors pour ce genre de rattrapage, je vous recommande d'utiliser le Magic Skull de chez Greenstone, qui est vraiment le produit idéal dans ce cas de figure. Facile à travailler avec un temps de séchage qui est assez long, et de plus il a la même couleur que mes figurines.
J'applique le produit qui est un bicomposant en utilisant des pinceaux gomme pour combler les creux et les jeux, et ensuite je refais les plis et la forme des vêtements pour être raccord avec le reste de la figurine. Puis après quelques jours de séchage, j'affine mon travail en ponçant les derniers résidus avec du papier de verre à grains fins. Vous pouvez voir ici le résultat avec le début de la reprise des figurines que je peux quand même utiliser pour mon montage. Alors il y a quand même un point positif, les visages me semblent bien restitués et ne devraient pas trop me poser de problème pour les mettre en valeur avec la peinture. Alors pour ce projet, j'en ai choisi 3. Une qui est à la place du pilote au niveau de la trappe, une autre dont j'aime beaucoup la posture en mode détente, profitant de la brise maritime en équilibre au-dessus de la trappe d'accès, et une dernière sur le flanc qui s'apprête à remonter l'intérieur du véhicule. On arrive à la fin de ce montage et de ce premier épisode autour de ce véhicule qui est vraiment intéressant, très captivant, atypique. Moi j'aime beaucoup ce concept d'engin qui peut à la fois naviguer sur la mer et puis rouler sur la terre ferme. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à assembler la maquette, l'améliorer, la sublimer comme vous le dites du mieux que je pouvais. Et voyez une nouvelle fois, mais je le répète, qu'avec une bonne documentation comme source d'inspiration, un peu de travail de préparation en amont du projet, on peut trouver énormément de choses à apporter au modèle pour lui apporter des détails supplémentaires. Alors chose sûre qui a été possible en ayant trouvé avec beaucoup de chance du stock au niveau des aftermarket. Alors ça n'a pas été évident et j'espère qu'avec l'émergence de l'impression 3D, on trouvera de nouveaux produits pour ce véhicule qui est vraiment super et je pense qu'il mérite d'être revisité par les fabricants et aussi par les fabricants d'accessoires. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce montage et à vous le partager à travers ces vidéos autour d'astuces et de conseils. Et je tiens une fois de plus à vous remercier aussi pour votre soutien, vos messages d'encouragement. On a franchi les 2000 abonnés. Et ça me fait vraiment très plaisir et ça me motive à poursuivre l'aventure, à vous partager mes projets. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et également à m'écrire pour partager, discuter autour de notre passion commune. Alors évidemment, on va se retrouver dans un prochain épisode avec la peinture et le vieillissement de notre bateau sur chenille. Et en attendant, comme dit, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt dans l'atelier. Ciao les copains!